Bonjour les psychos, c'est le nouvel entraînement, l'entraînement du mardi soir. Et ce soir... Arrête de moquer. Et ce soir, c'est le coaching et le temps mort. Coaching et temps mort. Et alors pour ce soir, pour cette séance coaching et temps mort, je vais interviewer quelques personnes, joueurs et coachs qui ont évolué au haut niveau, voire même au très haut niveau. Et oui. Je vais ainsi interroger, dans le désordre, Erwan, très haut niveau, bof, bon, ok, c'est pas grave, Vincent Tardieu, très haut niveau, bof, Ange et Michael, bon niveau déjà, et également Julien Girard. Là, on peut dire que c'est du très haut niveau, hein, coach des meilleurs Français. Également, Mijo, haut niveau, mais surtout qui a coaché l'ensemble de la Seine-Saint-Denis, quasiment. Hein, tous les joueurs nés dans les années 70, 80, 90, 2000, 2010, il les a tous coachés. Pas coachés. Donc on va les interroger. On va également interroger Alexion. Alors lui qui a démarré plutôt sur le tard, mais qui aujourd'hui également coach. Voilà. On va les interroger sur leur vision du coaching, leur vision de voir le coaching, hein, qu'est-ce qui pour eux, quand on coach un copain, un ami, qu'est-ce qui fait qu'on arrive à lui mettre dans les meilleures conditions. Et puis également, qu'est-ce qu'on lui dit à la fin d'un set. T'es bourré. Mais également, qu'est-ce qu'on lui dit? T'es bourré. Qu'est-ce qu'on lui dit? Et quand est-ce qu'on prend son temps mort? Et qu'est-ce qu'on lui dit pendant le temps mort? Qu'est-ce qu'on se dit? C'est si mystérieux tout ça pour quelqu'un qui est complètement en dehors du ping-pong. C'est mystérieux. Mais pour nous-mêmes, c'est mystérieux aussi, parce qu'on ne sait pas trop en fait. On le fait à l'instinct. Moi, perso, je sais pas trop. Je le fais comme je sens. Mais voyons voir ce que eux en pensent. Eh oui. Allez, on y va. C'est parti. C'est parti pour un entraînement très spécial. Un entraînement qui n'est ni technique, ni physique, mais qui est très tactique et très psychologique. Bon entraînement. Salut les psychos. Aujourd'hui du coup, comme vous l'a présenté Christophe, nouvelle petite séance sur le coaching. Donc super idée. Je viens de me raser hier, donc j'ai l'impression d'avoir perdu 10 ans. Mais pour vous, ça devrait pas changer grand-chose. Et allez, gagnez le match. Allez, bonne séance. Bon, bonjour à tous. Pour pouvoir essayer d'aider Christophe, le coach franco-portugais des psychos, essayer d'intervenir sur effectivement le coaching. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors suite à la demande de Christophe, je vais vous faire une petite vidéo sur les temps morts.
7-4. Alors là, celui-ci, c'est sûr, on le reverra tout à l'heure dans le top 3. Bonjour à tous, je m'appelle Romain Ruiz, je suis joueur professionnel de tennis de table à La Romagne. Voilà, à la demande de Christophe, je vais vous parler de ce que je pense du coaching à mon niveau et à tout niveau. Bonjour les amis, alors je vais m'y mettre aussi. Petite vidéo sur le coaching, sur comment je vois le coaching. Entre parenthèses, je fais un petit clin d'œil à Julien, j'intitule ma vidéo à l'origine du mal. Je raconterai. Salut Christophe, une courte vidéo pour te donner mes impressions du coaching dans le tennis de table. Bonjour les pongistes. Donc pour moi, l'importance du coaching, c'est la capacité d'analyser les difficultés rencontrées par ton joueur au niveau technique, tactique et psychologique. Après, le gros travail du coach, ça va être de pouvoir analyser et résumer toutes ces informations et de les transmettre à son joueur. Une chose importante, c'est qu'il ne faut jamais surcharger d'informations et de conseils son joueur parce que ça pourrait être contre-productif. Donc le coaching, alors ma vision du coaching, c'est vrai que moi j'ai une vision un peu plus psychologique du coaching. Je veux dire par là, bon, n'importe quel entraîneur est capable, entraîneur ou non, de trouver des conseils techniques, tactiques, basiques. Il a un bon coup droit, il a un bon revers, il n'aime pas le top spin, il aime des balles coupées, enfin ça c'est à la portée de n'importe qui. La difficulté dans notre sport, c'est de faire passer le message, que la personne arrive à l'écouter. N'importe qui d'entre nous a très tôt remarqué que, en grande majorité, on joue presque tous mieux à l'entraînement qu'en compétition. On ose faire des choses pour lesquelles on n'hésite pas, nos coups rentrent mieux. Donc très tôt, très jeune, je me suis rendu compte que la difficulté, c'était d'essayer d'avoir la même confiance que celle qu'on avait à l'entraînement. Du coup, ma vision du coaching, mis à part le côté technique qui lui est plutôt basique, était de la difficulté de faire passer ce message. Faire passer ce message, c'était aussi mettre le joueur dans de bonnes conditions. À titre d'exemple, je vais vous parler juste rapidement, je donnerai d'autres exemples après, d'un joueur qui a joué en même temps que moi, qui a commencé en même temps que moi, qui s'appelait Marc-Antoine, qui quand on était très jeune était très connu pour son tempérament fougueux à la limite de la folie. Il créait dans les gymnases, il grimpait sur les cordes, il soulevait les tables. Donc lui, le coacher, lui donner des conseils en fin de set, c'était très compliqué. C'était très compliqué dans la mesure où il était incapable d'entendre quoi que ce soit. Donc avec lui, parfois, j'employais des méthodes qui sortent un peu de l'ordinaire. Quand il perdait un match, un set, et qu'il arrivait en furie, envie de tout casser, envie de crier, incapable d'entendre quoi que ce soit, il m'arrivait des fois de lui dire, au moment où il arrivait, je lui posais la question, quelle est la couleur de cheval blanc d'Henri IV? Donc là, il s'arrêtait, il se demandait, quoi? Je lui disais, oui, quelle est la couleur du cheval blanc d'Henri IV? Donc il me répondait, blanc. Et puis il continuait à s'énerver, et je lui disais 8 x 8. Il s'arrêtait à nouveau, il me disait, 64, 9 x 9, 81. En fait, tout ça, c'était juste pour que, comme dans le cas d'un noyé qui se noie, lui donner une bouffée d'oxygène, qui reprenne un tout petit peu ses esprits, qui sortent de son état de stress où il n'était plus capable ni d'entendre un conseil, ni de réagir, ni il était en mode apnée. Donc là, le but du jeu, c'était de lui redonner un petit peu d'air, un petit peu de confiance, ce qui ne veut pas dire que 3 minutes après, il n'allait pas reperdre ses moyens. Mais au moins, juste sur ce court instant, il était à nouveau réceptif à entendre un message ou un conseil. Donc c'est un peu l'esprit des conseils que je donnais. Après, pour parler du coaching avec les joueurs donc de haut niveau, donc souvent en fait on est dans le truc où on va essayer tactiquement de les driver, voilà, en leur disant que
par exemple, si ils continuent à servir court dans le coup droit, ils ont toujours une balle un peu facile à jouer, ils peuvent démarrer le jeu il est un peu plus pour eux. D'amener un peu de variation justement sur la longueur du service, sur la hauteur du lancer. Sur la remise, c'est pareil, des fois on va leur dire de prendre un risque ou de poser un peu la remise, de faire jouer l'autre. Ça dépend un petit peu de comment se passe le match. Ils ont besoin d'avoir ces infos-là pour se rassurer un peu psychologiquement sur ce qu'ils font, sur ce qu'ils mettent en place. Et surtout quand ils réussissent à le faire ou quand ils font quelque chose, c'est là que sur la chaise, il faut être capable de se lever, de gueuler, de dire c'est bien, c'est ça, etc. pour pouvoir mettre le joueur dans une positive attitude. Et après, derrière, on a bossé avec un préparateur mental pendant longtemps à Villeneuve. Et donc l'idée, c'était que les dernières phrases dites, les 2 dernières ou les 3 dernières sur le coaching, il fallait que ce soit des phrases positives, des phrases un peu choc. Parce qu'en gros, le cerveau humain, même sur 1 minute de discussion, en fait, il va trier en priorité les dernières informations. Donc, par exemple, éviter de dire sur la dernière phrase, allez, ne recule pas, ne subis pas le jeu. Ça, c'est négatif, parce qu'on utilise ne pas et que c'est pas, voilà, c'est pas pour un joueur, c'est pas quelque chose qui va l'emmener à se transcender. Par contre, lui dire, voilà, allez, continue, c'est toi qui démarre le premier, c'est toi qui tiens la diagonale revers, c'est toi qui drive le jeu. Voilà, des choses un peu plus positives, un peu plus poussées. Ça permet au mec de repartir à la table boosté, avec de la confiance en lui et avec de l'estime. Voilà. Pour moi, c'est très important que ça soit le coaching entre les 7 ou le temps mort. J'ai été 4 ans à Villeneuve-sur-Lot sous les directives de Julien Girard. Et avec lui, j'avais une certaine confiance qui avait pas besoin de mots des fois, ou juste en le regardant, ça suffisait. Et Julien, ce qu'il m'apportait, c'était quelque chose de différent de la plupart des autres entraîneurs que j'avais vus dans le passé. Au coaching, par exemple, que ça soit dans le moment important, en temps mort ou entre les 7, moi, ce que j'appréciais, après, c'est mon point de vue personnel. Moi, j'appréciais que, par exemple, Julien me mette en confiance, qu'il me détende, parce que j'arrivais souvent tendu entre les 7 ou pendant les temps morts. Du coup, soit il me faisait rire, soit il me disait des trucs pour me rassurer en me reparlant de mes points forts, de ce que j'aime faire, de reparler de mes systèmes de jeu que j'aime faire. Et j'ai une petite anecdote, c'était en Pro A, à un moment super important, je crois que c'était la Belle, et dans les moments décisifs, il avait pris un temps mort. Et moi, j'étais super stressé, j'étais tendu, le visage fermé. Et j'ai le souvenir qu'il me fait une blague, et que tous les deux, avec le banc, on rigole. Et que voilà, ça me détende, et qu'après, j'arrive à gagner le match derrière. Comme quoi, il n'y a pas besoin de tout le temps d'être sérieux entre le coaching. Il faut juste être détendu et savoir quoi faire et être en confiance. Surtout, après, c'est mon point de vue. D'autres personnes vont préférer des trucs plus simples en disant serre comme ça, remets comme ça, top spin là-bas, top spin à gauche, à droite. Mais voilà, moi, je préfère me mettre en confiance et c'est ce qui me réussit le plus. Mes souvenirs marquants de coaching. Alors, évidemment, bien sûr, on remonte à des années. Un de mes premiers souvenirs, c'était avec Vincent Tardieu, que certains connaissent. Donc là, je vous parle d'une époque où je ne jouais pas encore avec son picot, ça remonte aux années 90. Et c'était un match où on jouait à la montée, ça reste du petit niveau, en Régional 2, je crois, ou un truc comme ça, contre Julien Lacroix. Et il jouait contre Reynald Ctorza, qui a joué chez nous également. Donc, Vincent, c'était des 7-21. Vincent gagne le premier match. À l'époque, il était bloqueur. Il remettait les balles. Il était bloqueur, il n'attaquait pas trop, il remettait les balles. Reynald faisait pas mal de fautes, mais je constatais déjà en fin de set que Reynald commençait à faire un enchaînement démarrage top revers et derrière il enchaînait top coup droit. Donc à la fin du premier set, je dis à Vincent, fais attention, méfie-toi, il a tendance à faire beaucoup démarrage revers, top coup droit et puis après il te la met partout. Vincent, pareil, était quelqu'un de très énervé, très combatif, mais pas très réceptif. Le deuxième set a lieu, Vincent, Reynald démarre, remet la balle milieu, démarre top revers, Vincent bloque milieu, il se fait allumer. Pendant tout le set, il se fait allumer comme ça. Vincent incapable de mettre la balle 2 fois de suite dans le revers. C'était match de montée, il ne restait plus qu'un set et je me dis merde, qu'est-ce que je vais faire parce que je connais Vincent. Je lui donne le conseil, il ne va pas l'appliquer, il n'écoute pas, 3 secondes après, il va se rappeler de rien. Et je me dis, bon merde là, pas le choix. J'ai 1 minute, je me dis, je tente le tout pour le coup, je vais lui faire un coup à la Pavlov. Vincent, il arrive, bon, je dis à Vincent,
Écoute Vincent, il fait top revers, tu rebloques dans son verre. Répète. Vincent, il top dans son verre, il bloque dans son verre. D'accord, et Vincent, il continue à servir, il dit, nanana. Je dis à Vincent, Vincent, il vient topper du revers, qu'est-ce que tu fais Tu bloques dans son verre. D'accord. Je dis à Vincent, il y a une chaise, assieds-toi sur la chaise. Vincent, il s'assoit. Je dis à Vincent, il vient topper du revers, qu'est-ce que tu fais je bloque dans son verre, je te dis. D'accord, Vincent, il se relève. Vincent se met à côté de moi. Je lui prends sa raquette, je lui dis, ta raquette, ça va, il glisse pas trop. Non, non, ça va. Il vient topper du revers, qu'est-ce que tu fais je bloque dans le revers, je te dis, ok, tu bloques dans son verre. Il regarde les lumières, il vient topper du revers, qu'est-ce que tu fais Vincent, je bloque dans son verre. Je continue ainsi pendant les secondes qui restent. Vincent, il passe au-dessus de la séparation, pendant qu'il enjambe la séparation. Je lui dis, Vincent, il vient topper du revers, qu'est-ce que tu fais je bloque dans son verre, c'est bien. Vincent arrive à la table, juste avant de commencer. Je dis, Vincent, oui, je bloque dans son verre. Ça a l'air basique comme ça, mais au bout du compte, finalement, il a vraiment bloqué dans son verre. Il a gagné le set. Et le match, et du coup, on est monté. Donc ça, c'était un de mes premiers souvenirs marquants. Un autre souvenir marquant, il n'y a pas très longtemps, ça devait être l'année dernière, je crois, un petit jeune du club. C'est pas un gros compétiteur, c'est un petit joueur comme ça, il joue pour se faire plaisir, il est 5-6. Il joue contre un autre joueur, c'était les finales départementales. Gurvan mène 2-7-1. Les joueurs sont à peu près du même niveau. L'autre est peut-être un tout petit peu plus fort que Gurvan, mais ils sont du même niveau. 4e set, je ne sais pas ce qui se passe. Le joueur prend confiance, Gurvan joue mal. Le joueur met 11-0 à Gurvan. Alors bien sûr, nous, joueurs qui jouons depuis des années, ou enfin tous les joueurs qui ont un petit peu de pratique, ou les coachs et compagnie, on sait très bien qu'11-0, ça ne veut rien dire. On sait très bien qu'on peut gagner juste après. Mais un gamin qui se prend 11-0, le gamin, il se dit, c'est la fin du monde. Donc, je me suis dit, comment je vais lui présenter la chose pour qu'il arrive à me croire. Donc, Gurvan arrive, je lui dis, écoute, c'est très bien. C'est un avantage pour toi. Regarde, écoute, vous avez le même niveau, tu es d'accord? Tu menais 2-7-1, donc il n'est pas plus fort que toi, vous avez le même niveau. Mais là, non seulement vous avez le même niveau, mais tu as un avantage sur lui. C'est que lui, maintenant, comme il t'a mis 11-0, il croit qu'il est plus fort que toi. Il croit que les choses sont pliées. Donc, il va moins bien jouer. Il va jouer en mode, ça y est, je l'ai battu, c'est fini. Donc là, tu vas repartir pour le 5e set, mais tu repars avec un avantage. L'avantage que vous êtes du même niveau, mais en plus l'autre va moins bien jouer. Parce qu'il croit que tu vas gagner. Et toi, tu vas mieux jouer parce que tu sais que tu vas gagner. Ça a l'air là aussi très primaire comme conseil. Mais au bout du compte, Gurvan a gagné. Et Dorian qui était à côté de moi, Dorian c'est un petit jeune que je forme pour que peut-être il prenne la suite ou un compagnie. Il me dit, Amand, moi, tu me dis 11-0, je perds le 4e set et tu me dis je gagne le 5e set, jamais de la vie je te crois. Voilà, le but c'était de réussir à faire passer son message. Coacher des amis. Alors c'est jamais simple parce qu'en fait on a toujours le cœur qui balance sur la chaise. Au coaching, j'ai des petites anecdotes à l'époque de Pantin qui restent dans ma mémoire en permanence. Donc voilà, les frères Benassayag notamment, avec Gabi qui nous faisait des montées et des descentes au niveau émotionnel qui n'était pas simple. Et en fait, on a toujours cherché, en gros, à le mettre dans de bonnes conditions, à des fois lui parler d'autre chose que de ping-pong. Tellement il était capable de pouvoir s'énerver. On n'était peut-être pas forcément dans l'instant présent, mais plus dans le ressenti émotionnel. Donc voilà, moi les choses que je conseille, c'est toujours d'essayer d'avoir les mots justes, de pas forcément parler de ping-pong, et de glisser la dernière phrase, le petit truc qui va permettre de dire voilà, insiste un peu dans le revers ou démarre un peu plus doucement avec de l'effet, ou voilà, il faut glisser le petit consigne et le petit truc sur la dernière phrase et se servir de la minute pour pouvoir lui dire, je sais pas, hein, j'ai en mémoire comme ça un match hyper important pour nous. Voilà, je finis par lui dire, putain, mais j'ai jamais vu un mec jouer avec un niveau aussi faible. Donc il m'a regardé un peu surpris. Et en fait, j'ai réussi à le déconnecter un peu de son énervement. Et puis lui glisser un petit truc. Alors je me rappelle plus de l'époque, hein, ce que j'avais dit tactiquement parlant. Mais voilà, ça lui avait permis de pouvoir se transcender, d'aller chercher le match et puis
Au niveau du coaching, avec des copains, avec des amis dans une équipe, le plus important, c'est vraiment d'essayer de donner un peu, on va dire, du courage, de la bagarre, de la hargne, et puis de jouer tous ensemble pour une victoire. Alors maintenant, j'ai envie de demander un petit conseil à mon pote Julien Gérard ou mon coach Mijovic. Comment faites-vous quand vous avez un joueur qui siffle entre les échanges, Christophe? Bisous, bisous. La troisième anecdote, c'était aussi il y a quelques années. Alors là, c'est plus pour montrer qu'en fait, coach, on n'a pas la science infuse. C'est pas nous qui savons tout et on doit également s'adapter. C'est à l'époque où j'entraînais à Mayotte. Et donc, on avait fait la Coupe des Dom-Tom et on avait fait un regroupement aussi avec La Réunion. On était parti faire un tournoi et il y avait un joueur de La Réunion, un gaucher. Le gars, il avait des super top spin, je ne me rappelle plus de son nom. Super top revers, super top coup droit. Il jouait déjà numéro, il avait un potentiel, il avait un super gros potentiel. Il se retrouve à faire on avait fait un tournoi là-bas, il se retrouve à faire un tournoi contre un Allemand qui était classé 500, je pense, mais le joueur réunionnais, il jouait pas loin de jouer pareil. Et l'Allemand, c'était anti-top en revers et plaque normale en coup droit, un défenseur. Donc je coach le réunionnais et je lui dis, bon, avec les top spin que tu as, c'est cadeau. Tu sais recouper dans le revers, le mec il pousse, tu envoies un avion, top coup droit. Derrière tu repousses, il repousse, tu envoies un avion et ainsi de suite. Il repousse dans ton verre, tu fais contre-top à la table. Il repousse dans le coup droit, tu fais contre-top à la table. Tu as des super top spin, tu vas l'allumer. Il commence le premier set. Et puis je vois que ces top spin, déjà à primo, il a fait ce que je lui demandais. Il s'est recoupé, il cherche à allumer, ça sort dehors. Il essaye 2 fois, 3 fois, 4 fois. Il retient son bras, ça passe pas. Milieu de set, fin de set, il commence à jouer top régularité. Il perd le premier set. Il vient me voir et là dans ma tête je me dis, bon ok, ce que je pensais moi être la vérité vraie, ce qui pour mon jeu et pour la plupart des joueurs que je connaissais était la vraie vérité de ce qu'il fallait faire, lui ça ne correspondait pas à son jeu. Il était en train de me dire, enfin grosso modo il m'a dit, j'ai écouté ce que tu m'as dit, j'ai fait ce que tu m'as dit, mais ça marche pas, c'est pas mon truc. Donc je me suis dit, on va s'adapter au joueur, on va s'adapter à ce que lui me dit. Il me dit, je préfère topper en régularité. Ok, garçon, top en régularité, on va s'adapter par rapport à ça. Donc je lui dis, bah, joue ton jeu, et puis on va voir. Deuxième set, je pars à l'inconnu. Premier set, je lui ai fait perdre le set parce que je donnais des conseils qui n'étaient pas bons. Deuxième set, je lui donne pas de conseils, j'attends de voir comment il va jouer. Il joue son jeu, il toppe en régularité, il fait quelques fautes, il gagne de justesse. Troisième set, il vient me voir, donc je me dis, ok, on va s'adapter. Tu aimes bien topper en régularité. Top en régularité, mais dans ce cas-là, top dans son verre. Parce que si tu fais un top, la balle reviendra toujours coupée. Si tu fais ton top en régularité dans son coup droit, il va te remettre une balle molle. Tu n'as pas l'expérience des défenseurs, tu vas la mettre dehors, tu vas faire des conneries. Donc, joue ce que tu aimes. Top dans son verre. Si la balle monte, tu fais une frappe, et voilà. Garde l'avantage de tes services. Tu es gaucher. Tu as un très bon service que tu mets dans son coup droit. Il fait des petites fautes. Ça fait des petits points grappillés qui vont faire la différence. Il applique. Il gagne péniblement le set. Par contre, je vois qu'il ne s'est pas frappé sur balle qui monte. Donc, fin du troisième set, je me dis, on réapplique la même méthode. Tu peux topper en régularité, oublie la frappe, joue ton jeu, top en régularité, que dans son verre, garde les petits avantages du service. Le match est serré, je ne sais plus si c'était le troisième ou quatrième qui perd, bref, ils sont à la benne. Et au fur et à mesure, en fait, c'est pas lui qui me coachait, mais c'est lui qui me montrait la voie qu'il aimait prendre. Et au fur et à mesure, moi, je m'adaptais sur la voie qu'il aimait prendre pour lui dire, d'accord, bon, ça, c'est la voie que tu aimes prendre. Tu aimes bien topper en régularité, on va faire par rapport à ce que tu aimes faire. J'essaie juste de voir, est-ce que dans ta régularité, il faut que tu topes un peu plus au milieu, un peu plus plein revers. Est-ce que de temps en temps, quand même, tu arrives à repérer que la balle est très dure, très fusante, et c'est là que tu pousses. Au bout du compte, je ne sais même pas comment on a fait, mais il a gagné, on a gagné. Mais là, pour moi, c'était aussi une vraie expérience, c'est-à-dire que il m'a montré que nous, coach, on n'a pas la vérité vraie. C'est pas parce que on lui dit quelque chose qu'il doit le faire et qu'on doit avoir raison. Un des premiers messages que je passe aux gamins quand j'entraînais tout petit, c'est on vous donne des conseils, c'est pas des ordres. On peut se tromper, je peux me tromper, je peux avoir tort. Si tu vois qu'en cours de set, ce que je t'ai dit, ça va pas, tu t'adaptes,
tu changes, tu as le droit de changer. Moi, mon but, c'est de te faire gagner. Donc, si toi, tu estimes que c'est mieux, eh ben vas-y. Après, j'apporterai ma petite pierre en plus qui est d'essayer de te donner confiance et compagnie. Et pour finir, ben, il y a des cas où le message passe pas avec certains joueurs. Il y a certains joueurs, j'ai eu quelques joueurs, même tout petits récemment, le lien ne se fait pas. Et là, on rentre dans du coaching basique, bah voilà, place la balle ci, place la balle là. Mais si le joueur n'a pas la confiance, pas aveugle, mais presque en ce qu'on lui dit, une partie du message passera pas. Donc voilà, c'était un peu le résumé de ma vision du coaching qui est quand même voilà, beaucoup plus axé sur la partie psychologique, mise en confiance du joueur et ainsi de suite. Sur la partie tactique, le temps mort. Alors le temps mort, c'est quelque chose qu'on peut prendre sur la défensive. Donc on va attendre peut-être le dernier set ou attendre que le joueur soit mené, soit pas bien pour pouvoir être dans plutôt du réactionnel. Vraiment de la défense pure, quoi. C'est-à-dire qu'on va essayer de casser une mauvaise passe ou essayer de casser un mauvais fil de match. Alors ces temps morts là, moi perso je les aime pas trop parce qu'en fait on les anticipe, le joueur, je dis une bêtise, mais par exemple il va être mené 5-3 sur un set important, il va se dire dans sa tête de toute façon si je perds le point il faut que je prenne le temps mort, si je le gagne ça va, je peux le garder, et en fait le mec se concentre pas sur le point qui est en cours. Donc voilà, et ça c'est quand même une majorité de joueurs, alors à tout niveau, hein, départemental, régional, national ou plus. Voilà, moi c'est pas du tout celui que j'affectionne en tant que coach. Après les joueurs qui ont un peu de feeling, qui le prennent un peu tout seul, bah, souvent on se rend compte que c'est ça. Après il y a le temps mort un petit peu je dirais offensif, où bah, justement là par contre sur des joueurs alors, où on va jouer des mecs un peu plus forts que nous, où on sait qu'il y a peut-être une chance de gagner un match ou de faire une perf. Si jamais par exemple on mène 18 au premier set ou 9-5 au deuxième, on a gagné le premier à l'arrache et que le mec revient 9-7, 9-8, on peut peut-être le prendre à ce moment-là pour essayer vraiment de faire le break, de mener 2-0 et se dire que voilà, le match peut être plié, de prendre l'avantage psychologique sur eux. Donc il y a cette manière-là hein, qui est développable avec plus de choses. Après il y a le temps mort que moi j'appelle un peu médian. C'est celui en fait où on va se mettre d'accord avec le joueur et en gros ça va être un peu au feeling de l'un ou de l'autre pour le prendre s'il est un peu moins bien, avec le regard, avec l'habitude qu'on a d'entraîner les mecs tous les jours. Et donc celui-là ça va plus être un peu une temporisation du match, un petit break supplémentaire du truc. Alors pour moi dans un match il y a vraiment deux moments où c'est important de le prendre. Tout d'abord quand par exemple on est mené 2-7-0, 3-0, 4-1. Je vais souvent prendre un temps mort à ce moment-là pour aller voir mon coach et avoir des solutions tactiques. Et à l'inverse, les fois où bien, quand je mène dans un match 2-7-1, 9-4 par exemple, et que l'adversaire commence à remonter à 9-7 ou 9-8, je vais souvent prendre aussi un temps mort à ce moment-là, voilà, pour essayer de finir le match. Après, d'un point de vue personnel, souvent avec Julien, on avait juste à se regarder. Et dans le regard, on se comprenait et un ou deux, souvent on prenait un temps mort à ce moment-là. Qu'est-ce qui va faire que je vais prendre un temps mort et qu'est-ce que je vais me dire en temps de temps mort? Alors moi, vraiment, je vais prendre un temps mort en tant que joueur quand je suis vraiment au fond du trou. Je sais qu'il y a beaucoup d'écart entre moi et mon adversaire. Je vais rarement en prendre à 10-10 ou dans des moments comme ça. Sauf si d'un coup j'ai un coup de stress, je vais essayer de faire redescendre la pression, mais c'est assez rare puisque bah, c'est le moment où on est dans le jeu. Donc c'est pas sûr que l'aspect psychologique va être efficace pour moi ou plus pour l'adversaire. Donc je vais faire attention à ça. Par contre, quand je suis à 4 points d'écart, dernier set ou des trucs comme ça, là je vais le prendre. Et je le prends très rarement dans les deux premiers, enfin dans les sets qui sont pas décisifs. Je les prends vraiment tous mes temps morts. Je crois que je les prends au dernier set, que ce soit à mon dernier set ou au dernier set de l'adversaire. Mis à part ça, j'ai déjà pris quand même des temps morts un peu aspect psychologique où mon adversaire a un coach
j'ai envie de prendre un temps mort, hein, je suis quand même derrière, mais je prends mon temps mort, 1/1000 de seconde, le temps que le mec aille vers son coach, et au moment où il aille vers son coach, pour qu'il n'ait pas le temps de dire quelque chose, et juste je lui dis reprise, et s'il commence à parler, j'insiste en disant reprise, 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 et voilà, ça c'est mon petit coup de pongiste relou qu'on a tous, ça c'est ma technique. Et sinon, qu'est-ce que je vais me dire? Et bah, tout simplement, je vais essayer de me reconcentrer. Souvent, j'ai pas envie que quelqu'un vienne me voir. Donc ça dépend vraiment des joueurs. Et en tant que coach ou que ami, si vous voulez coacher quelqu'un, il faut que vous connaissiez parfaitement votre partenaire et que vous sachiez ce qu'il a besoin de soutien, est-ce qu'il a besoin, qu'est-ce qu'il a besoin d'entendre, ou est-ce que justement il a besoin de se recentrer sur lui-même, sur ce qu'il sait faire. Et donc personnellement, moi j'aime bien être tout seul, je vais souvent me mettre ma serviette sur la tête pour me reconcentrer, et je vais revenir très calme à la table, pas du tout excité, les yeux souvent froncés et en mode je vais défoncer mon adversaire. Le point du coach, pardon, c'est vraiment du coup d'abord le maître mot, ça va être de connaître la personne avec qui vous jouez et de savoir si là elle a besoin d'un temps mort. Donc ça dépend vraiment des joueurs, mais quand vous jouez souvent avec les personnes, vous vous rendez compte. De toute façon, au pire, vous essayez, vous lui dites là, je pense qu'il faut que tu prennes un temps mort. Et s'il a envie de continuer, il vous dira non. Et puis voilà, tout simplement, c'est lui qui a le maître mot sur ça. Et en tout cas, je vais prendre un temps mort pareil avec mes coéquipiers. Ça va vraiment dépendre du match, de est-ce que je pense que prendre un temps mort va permettre de le remettre dedans, ou est-ce que ça va l'enfoncer plus. Mais je vais aussi le prendre souvent au set décisif. Après, à l'inverse de quand moi je joue, je vais peut-être le prendre à 1-1 si je pense que vraiment c'est possible de prendre l'avantage sur ce set et d'avoir 2-1, tout simplement. Et qu'est-ce que je vais lui dire? Bah, je vais surtout essayer de lui dire pas trop de détails. Un temps mort, c'est vraiment court. C'est essayer de lui remettre dedans, lui apporter un soutien psychologique en lui disant que c'est le meilleur. Et peut-être 1 ou 2 points techniques. Des trucs très simples, basiques sur le service. Par exemple, un changement de placement de balle. Plutôt que la jouer un peu au milieu, la jouer peut-être un peu plus dans le coup droit. En fait, essayer de casser le rythme de l'adversaire qui a pris de l'avantage grâce à un rythme qu'il a assimilé et qu'il a compris, et de le casser avec juste des micro-détails qui ne vont pas changer le jeu de mon coéquipier, puisque il est déjà pas en confiance. Donc tout simplement changer des micro-détails, comme je disais, pour tout simplement se relancer, casser le rythme de l'adversaire et le psychologique. Alors, le temps mort, ma vision sur le temps mort. Déjà, c'est vrai que j'ai tendance à le voir un peu comme une réaction un peu défensive. Je veux dire par là, si on a un joueur qui gagne tranquillement, il gagne le premier 11-3, il gagne le deuxième 11-4, il mène 7-1 dans le troisième, je vois pas l'intérêt de prendre un temps mort. On laisse finir sa course. Par contre, prenons le cas d'un joueur qui joue quelqu'un d'un peu plus fort. Ne serait-ce que gagner un set, on sent que ça peut faire changer de match. Parce que le joueur est plus fort que lui, et un set, le joueur en face peut douter, peut je ne sais quoi. Donc là, éventuellement, même dans le premier set ou deuxième set, à un moment où on se retrouve à 8-6, 9-7, où notre joueur mène, mais on sent que c'est pas dit qu'il gagne le set, mais juste gagner ce set-là peut lui donner l'espoir et en même temps faire douter l'autre. On peut prendre ce temps mort à ce moment-là. Il reste après le cas des sets importants dans des matchs jouables. Ça peut être le troisième, le quatrième, la belle. On choisit un moment. J'ai tendance, des fois à raison, des fois à tort, de prendre le temps mort quand mon joueur mène. Mon joueur, par exemple, mène 9-5, 9-5 ou 10-6, 10-7. Je ne vais pas, peut-être à tort, lui prendre le temps mort à 17. Je lui laisse la chance d'essayer d'y arriver par lui-même. Il mène, il a mené jusqu'ici. Il n'y a pas de raison théorique à ce qu'il arrive à finir le match. Si parce qu'il commence à douter, si parce que l'autre commence à prendre confiance, je vois que ça devient compliqué, je vais le prendre à 18 ou 19. Déjà pour redonner confiance à mon joueur,
et en même temps, pour casser, c'est certes un peu négatif, mais casser l'espoir de celui qui est en train de remonter. Le sortir de son schéma prise de confiance, les coups rentrent, on remet les cartes à zéro, mon joueur a l'avantage de mener au score, on reprend à zéro, il n'y a plus, je suis en train de me faire remonter, c'est moi qui mène au score, il n'y a pas de raison, en théorie, bien sûr, que je rentre ce point-là. Souvent, dans la majorité des cas, ce temps mort-là a marché. Des fois, je me dis peut-être que si je l'avais pris encore plus tôt, peut-être que ça aurait été encore mieux. Donc voilà, c'était ma petite vision des temps morts. Eh bien, pour contribuer un petit peu aux vidéos de Christophe, je vais vous raconter une anecdote qui nous est arrivée à tous les deux en double, en demi-finale des championnats de France Corpo. En fait, il y a un copain qui demande un temps mort à la belle. On menait 2-0 et qui dit à Christophe, surtout ne fais rien, laisse faire le jeu à Vincent et vous verrez, vous allez gagner. Christophe, pas énervé du tout et très conciliant et à écouter. Et on a gagné. Comme quoi le coaching, ça sert. Hein. Allez, bonne journée à tous et portez-vous bien. Au revoir. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et à bientôt. Ciao. Voilà, j'espère que ces petits conseils vont vous aider et je vous souhaite bonne chance pour la suite. À bientôt. Alors, je reviens sur mon analyse. Que dire? Alors, en dehors du coaching, il y a aussi l'aspect psychologique de l'après-match et surtout de la frustration d'après-match. Et je pense qu'aujourd'hui, pour travailler une future partie ou un futur match, il faut évacuer en fait tout ce stress et toute cette frustration que l'on a après ce match, voire cette défaite. Comment pouvoir faire évacuer à certaines personnes ce sentiment d'injustice, de frustration et d'incompréhension. Très souvent, il est bien de leur faire prendre une douche. Je pense que la douche, c'est un élément qui permet aux joueurs de relativiser et de se sentir mieux dans son état, de mal-être. Parce que je pense que c'est du mal-être. Et très souvent, en se frottant sous la douche, ça permet de relativiser et de pouvoir poser les choses et de pouvoir en parler aussi avec ses amis et voir son coach aussi. Ça arrive des fois sous la douche et surtout de pouvoir aussi avoir un échange avec ses adversaires du jour. Et forcément, après une bonne partie de terrain, sous la douche, ça se passe souvent mieux. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'animosité et il n'y a plus d'injures et comment dire, il y a plus d'amour, j'irais, sous la douche, je crois. Enfin voilà, je souhaitais partager ça avec toi, Christophe. Je pense que tu connais un petit peu le plaisir de la douche. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée à tous et puis bon coaching.